J'ai choisi de vous parler d'un texte d'Antoine Volodine. Volodine a la réputation d'un auteur difficile et il est vrai que l'univers qu'il nous décrit n'est pas un univers franchement joyeux. Mais précisément dans les temps que nous vivons aujourd'hui, entre pandémie et réchauffement climatique, on peut se demander si ces livres ne seraient pas une sorte de prophétie. Bien sûr, on n'a pas envie de se faire peur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de plaisir quand nous lisons ces fictions un petit peu effrayantes? J'ai choisi de parler d'un roman qui n'est pas le dernier, qui s'appelle Terminus radieux. Le titre est déjà inquiétant, puisque terminus, ça veut dire que tout est fini, et radieux, c'est une allusion à la fois à l'avenir radieux qui nous avait été promis dans certaines utopies ou dans certains discours, et en même temps aux radiations nucléaires qui ont mis fin à cet avenir. Il s'agit d'un univers dévasté, mais en même temps d'un univers magnifique, où la nature, comme on dit, a repris ses droits, où les forêts, les herbes, tous les végétaux s'épanouissent en l'absence des humains. Par exemple, un livre comme Herbes et golems, qui est signé de Manuela Dreger, un des hétéronymes de Volodine, Herbes et golems, donc, présente une sorte d'exubérance lexicale des noms de végétaux. On ne sait pas si tous ces noms existent ou si Volodine ne les a pas inventés, à la limite peu importe. On les lit comme de la poésie. Exemple, la false mijaure, l'archipie, la princesse verte, la toute en pointe, la longue buée, la voulgoure tordue, la brise vague, etc. Donc, dans ce roman, nous nous trouvons après une apocalypse nucléaire. Il y a tout de même quelques survivants, mais qui sont moins des êtres réels que des personnages de contes. Il y a une sorcière, un ogre et un héros. Le héros, qui s'appelle Cronauer, il se pique à l'aiguille du phonographe, un peu comme dans le conte de la Belle au bois dormant. La belle s'était piquée au fuseau de la vieille et s'était endormie pour 100 ans. Il y a une sorcière. Elle s'appelle la Mémé Outgould. Mémé, c'est un nom plutôt rassurant, mais Outgould, on entend peut-être le mot goule, qui est l'équivalent d'un ogre. 100 ans auparavant, elle s'était engagée comme liquidatrice au contact des centrales nucléaires qui étaient en train d'exploser. Allusion évidente à Tchernobyl. Et alors que tous ses camarades sont en train de mourir à cause des radiations, elle survit, ce qui lui vaut la suspicion des autorités pour, je cite, déviationnisme organique, ou encore pour, citation, individualisme petit bourgeois en face du trépas. Quand elle cesse d'envoyer des rapports au comité central, pourquoi? Parce que le facteur est mort, elle n'est pas soupçonnée de désertion et elle est décorée à titre posthume. Il y a un orgue, c'est Solovieï. Solovieï, c'est le nom russe du rossignol. Personnage tout-puissant qui règne sur le kolkhoz Terminus radieux. Il a des pouvoirs surhumains, il peut s'incarner en animal ou en oiseau, il envahit les rêves des autres, il pousse des sifflements magiques, comme le rossignol brigand de la Buline d'Ilya Mouromietz. Parenthèse, les bilines, c'est un genre du conte populaire russe, c'est une riche tradition peu connue en Occident que Volodine a voulu faire revivre dans la collection d'École des loisirs. Et Solovieï siffle, ou plutôt récite, des poèmes qui sont nés de l'errance au travers des flammes et de l'espace noir. Je cite « On vit sa vie comme on vivrait 1000 pièces de théâtre, et pas comme une brève promenade minable dans la deuxième Union soviétique ou je ne sais quoi de nettement pire encore. » Ce mot de la deuxième Union soviétique, il n'y en a eu qu'une, donc nous sommes bien dans un univers alternatif. Rappelons que l'orthodoxie bolchevique n'a jamais été présente au premier degré dans l'œuvre de Volodine. Elle était toujours décalée, ironique, subvertie. Ici, elle subsiste uniquement sous la forme d'une sorte de tendresse avec les valeurs qui ont été celles de l'éducation soviétique, l'altruisme, le décentrement, le courage, comme le courage dont ont fait preuve les liquidateurs de Tchernobyl, évoqué dans La supplication de Svetlana Alexeyevitch. Précisément, la 4e de couverture du livre de Volodine, donc de Terminus radieux, qui comporte l'allusion
des siècles après la fin de l'Homme rouge, c'est une allusion au livre de Svetlana Alexievitch qui porte ce titre. Dans le roman, Solovieï est un monstre, mais en même temps, on l'a suggéré, c'est une allégorie de l'auteur, peut-être de tout auteur, en tant que manipulation toute puissante de ses personnages et du lecteur pendant le temps de la lecture. Circulation des identités, impossibilité de s'identifier à quelque personnage que ce soit, refus, comme l'a dit Volodine ailleurs, de, je cite, trier le bon grain narratif de livret baroque, il me semble que dans ce texte, l'auteur a, comme rarement auparavant, donné libre cours à sa fantaisie, à son humour, à son amour des aventures, mais toujours sur un fond légèrement noir. Kronauer s'est piqué un doigt à l'aiguille du phonographe. Une minuscule goutte de sang se forme à l'extrémité de son index. Une piqûre, et tout bascule. La Belle au bois dormant s'est écorchée à la pointe de son fuseau et cela lui a coûté 100 ans de sommeil et d'immobilité. Kronauer ne s'effondre pas, ne s'endort pas. Il ne songe pas un instant à la comparaison qui pourrait être faite entre la princesse du conte et lui, entre la vieille fileuse et la mémé Outgoul, entre la pointe du fuseau et l'aiguille du phonographe. Il n'a rien en tête qui ressemble à des histoires pour enfants, et simplement, il regarde la goutte de sang qui gonfle sur son doigt. Il la regarde, puis il l'approche de ses lèvres et il l'aspire. Le goût du sang sur la langue. Là encore, comme sous la douche, une arrière-trace de césium et d'iode. Kronauer s'est blessé au sang sur un objet qui appartient à Solovieï, qui fait partie des souvenirs de Solovieï, qui sert à diffuser la voix de Solovieï, une mécanique magique qui dit à haute voix les poèmes de Solovieï, les souvenirs, les braillements emphatiques de Solovieï, les admonestations terribles et les rêves de Solovieï. Une blessure minuscule et tout bascule. Kronauer éprouve un léger engourdissement dans la pulpe de l'index, un élancement négligeable. Une nouvelle petite perle de sang apparaît à l'extrémité de son doigt. Il la laisse trembler avant de la lécher de nouveau, mais déjà tout bascule. Kronauer ne se rend pas compte de ce basculement. Il est silencieux, en face de la mémé Outgoul, qui l'observe sans aménité, silencieuse elle aussi. Il pense aux vivants, aux chiens et aux morts, et bizarrement, il se demande à quelle catégorie il se rattache. Et non moins bizarrement, il se sent incapable de répondre. En tout cas, s'oblige-t-il à conclure, cette interdiction sur le cylindre me concerne absolument pas. Il se trompe. Même en admettant qu'il ne soit ni vivant, ni mort, ni chien, il a saigné sur le phonographe de Solovieï et il a basculé dans le monde des rêves de Solovieï. Une piqûre a suffi. Quelques microlitres de sang ont servi de passerelle pour passer d'un monde à l'autre. Maintenant, tout est pareil, et Kronauer ne s'est aperçu de rien. Tout est pareil, mais il a basculé. Il vient d'entrer dans une réalité parallèle, dans une réalité bardique, dans une mort magique et bredouillée, dans un bredouillis de réalité, de malveillance magique, dans une tumeur du présent, dans un piège de Solovieï, dans une phase terminale démesurément étirée, dans un fragment de sous-réel qui risque de durer au moins 1709 années et des poussières, sinon le double. Il est entré dans un théâtre innommable, dans un coma exalté, dans une fin sans fin, dans la poursuite trompeuse de son existence, dans une réalité factice, dans une mort improbable, dans une réalité marécageuse, dans les cendres de ses propres souvenirs, dans les cendres de son propre présent, dans une boucle délirante, dans des images sonores où il ne pourra être ni acteur ni spectateur, dans un cauchemar lumineux, dans un cauchemar ténébreux, dans des territoires interdits aux chiens, aux vivants et aux morts. Sa marche a commencé et maintenant, quoi qu'il arrive, elle n'aura pas de fin.